All right. Hello, everyone. Thank you for joining us. Bonjour tout le monde, merci de nous avoir rejoints. Quelques détails logistiques avant de commencer l'offre d'aujourd'hui et la deuxième de 5 panels que nous organisons comme partie de ce symposium sur les institutions financières coopératives dans le développement rural. Pour cette séance, nous offrons l'interprétation simultanée. Vous pouvez sélectionner votre langue de préférence, l'anglais, l'espagnol ou le français, en utilisant l'icône d'interprétation en bas de l'écran. Votre microphone pour l'auditoire ne sera pas activé. Si vous voulez poser une question des panélistes, de l'animateur, utilisez l'icône de questions-réponses en bas de l'écran. Et nous aurons un enregistrement de cette séance et nous allons afficher ces enregistrements sur le site web. Sur le site web, nous pouvons trouver davantage d'informations sur les autres séances que nous offrons la semaine prochaine. Sur ce, j'aimerais passer la parole à Max Sainz qui gère ou dirige cette séance. Merci. Bonjour tout le monde. Merci Anne pour cette présentation. Salutations du Montréal. Merci d'être avec nous pour ce webinaire du panel 2 sur les clés pour promouvoir des CFI réussis qui contribuent dans les zones rurales. Nous avons de nombreux participants connectés avec nous en ce moment, venant de partout dans le monde. Je m'appelle Maximiliano Sainz et je suis le directeur de l'expertise et du développement chez Développement international Desjardins. Je suis très, très heureux d'être parmi vous aujourd'hui. Je serai le modérateur de ce panel. Chez DID, nous appuyons les coopératives depuis 50 ans. Nous avons mis en place plusieurs coopératives au fil des ans, mais aujourd'hui, nous travaillons surtout à appuyer les coopératives existantes dans leur développement, en nous appuyant sur l'expérience et le savoir-faire du mouvement Desjardins, qui est la plus grande coopérative financière en Amérique du Nord. Nous en faisons partie. Ces coopératives dont je vous ai parlé, dont nous allons parler comme des exemples aujourd'hui, sont des acteurs incontournables de leur communauté et renforcent leur communauté. Nous avons le privilège aujourd'hui d'avoir des panélistes d'une telle qualité. Je voudrais les présenter afin que vous puissiez apprécier la grande trajectoire de ces professionnels et la manière dont ils ont contribué à l'inclusion financière et au développement rural. Je vais commencer avec Elenita Sanroque. Bonjour Elenita. Elenita Sanroque, la directrice générale de l'association Association of Asian Confederation of Credit Unions, la Confédération régionale des associations nationales de coopératives de crédit pour 23 pays d'Asie. La CCU représente 24 réseaux coopératifs regroupant 31 000 coopératives de crédit avec plus de 49 millions de membres. Dans le cadre de sa mission de promotion et de renforcement des coopératives de crédit, la CCU est le fer de lance du développement, du plaidoyer, du groupe de réflexion et de la représentation internationale du mouvement asiatique des coopératives de crédit. Bienvenue, Elenita Sanroque. Aujourd'hui, merci pour nous avoir rejoints. Notre deuxième panéliste est M. José Claros. José Claros est actuellement directeur général de la coopérative d'épargne et de crédit Abaco, basée à Lima, au Pérou. Abaco vise à améliorer la qualité de vie de ses membres en leur offrant non seulement des produits et services financiers simples et adaptés, mais aussi en encourageant le développement durable. En activité depuis 1981, l'institution compte près de 120 employés et 14 000 clients actifs, dont 30% de femmes. José Claros est aussi chef d'entreprise et spécialiste des modèles associatifs et coopératifs avec plus de 25 ans d'expérience à la tête d'équipes pluridisciplinaires. Aussi, José Claro, bienvenue et nous sommes très reconnaissants que vous soyez avec nous pour
partager votre riche expérience avec les modèles coopératifs et associatifs. Notre dernière panéliste d'aujourd'hui est Isabelle Pinto, professeure et professionnelle en administration des entreprises, spécialiste en gestion, qui a travaillé dans le secteur coopératif en tant que directrice, menant des processus d'inclusion financière et de soutien aux entrepreneurs du secteur agroalimentaire. Elle était aussi ex-gérante ou administrative de Financiera como Ultrasan, une coopérative colombienne d'épargne et de crédit qui offre un crédit agropécuaire et donc une ligne de crédit micro-rural, entre autres. Aux panélistes, merci d'être parmi nous aujourd'hui et de contribuer à la réflexion sur le rôle des CFI dans le développement rural. Avant de passer aux questions, aux interactions avec les panélistes, je voudrais faire savoir à l'auditoire que la section questions-réponses est disponible si vous souhaitez inclure des questions et des commentaires tout au long de la présentation. Il est important que vous écriviez à qui vous voulez faire ce commentaire ou poser cette question, de sorte à ce qu'à la fin des présentations, un collègue de la Banque mondiale ou France, ma collègue, me donnera la question et le commentaire. Tenez compte du fait aussi que vous disposez d'une traduction simultanée. Avant de passer aux questions et commentaires et à l'échange que nous aimerions partager avec vous, avec le public, j'aimerais faire une petite présentation pour ce sujet si pertinent, sachant, entre autres choses, ce qui se passe, c'est-à-dire que nous sommes au milieu de la COP26 et nous savons qu'entre ce sujet et la pandémie, comment cela a affecté le développement rural. Une petite présentation qui va nous donner qui va nous présenter les sujets à couvrir. Et donc, de par leur nature même, les coopératives financières sont des leaders socio-économiques et peuvent faire une différence réelle et durable dans les communautés rurales. Nous l'avons vu pendant la pandémie, nous l'avons vu dans ce qui concerne le changement climatique et d'autres défis. Normalement, nous associons les coopératives financières au sujet de l'amélioration de l'accès aux services financiers. Nous oublions souvent que les coopératives financières s'occupent d'autres sujets. Par exemple, elles jouent un rôle dans l'innovation agricole, aussi l'esprit d'entreprise en milieu rural, et il y a aussi le côté de développement d'une agriculture intelligente face au climat, et elles mettent en œuvre et optimisent les chaînes de valeur alimentaire durables. Et un autre sujet qui est très important aujourd'hui, ce sont les défis au niveau des minorités, de l'inclusion des femmes et des autres minorités dans les entreprises rurales. Il y a l'accroissement de l'accès des femmes aux opportunités économiques et aussi elles contribuent à la mise en place de systèmes agroalimentaires plus solides et plus sensibles, plus durables, donc plus sensibles aux questions de genre et de la nutrition et de la sécurité. Vous voyez sur l'écran tous ces sujets qui sont apparentés à ce qu'on pourrait dire qui a trait à l'agriculture, qui est sensible aux questions de genre, aux questions de changement de climat ou de changement climatique plutôt, et de nutrition. Et donc, chez Desjardins, depuis 50 ans, nous soutenons ce lancement de ces coopératives. Nous avons appris qu'il y a des facteurs clés lesquels, et ces questions vont dans cette direction, quels pourraient être les facteurs clés pour le développement, le décollage du succès. Il y a la gouvernance saine,
dans les entreprises agricoles et autres. Il y a une offre de services adaptés aux membres qui répond aux défis des membres auxquels sont confrontés nos membres, ces coopératives, ces associations, les petits agriculteurs, les entrepreneurs, les jeunes femmes, tous ont des besoins particuliers pour ce qui concerne les services et les produits qu'il faut que les coopératives financières doivent mettre en marche. Il faut prendre en compte ces défis. L'utilisation appropriée de la technologie numérique, nous l'avons vu pendant la pandémie, ce qui était préparé avant la pandémie. Donc, tout est devenu plus novateur dans les processus numériques. Il a fallu apprendre au fur et à mesure l'accès au capital qui est très important, ce qu'on appelle l'inversion d'impact ou combinée ou mixte, euh, l'importance croissante, les façons concrètes de protéger les informations des actifs des clients, un niveau élevé d'intégration pour faire des économies d'échelle et garantir l'efficacité. Et le dernier thème que nous allons aborder, la question des régulateurs qui adaptent leur politique exigence à la nature précise de la coopérative financière. Nous savons clairement qu'il y a donc des coopératives ont des opérations bancaires, mais aussi une structure d'organisation et une gouvernance qui est toute particulière. Passons maintenant à une discussion riche avec nos panélistes sur les différents sujets. Je vais passer aux premières questions et je vais poser la question à Elenita. Quels facteurs, à votre avis, sont centraux pour le développement de votre organisation? Je vais le dire en espagnol aussi. Pour vous, quels sont les facteurs fondamentaux pour le bon développement des coopératives financières? Comment est-ce que cela a influencé le développement rural? Comment est-ce que cela a eu un impact sur les CFI pour le développement rural? Alenita, j'aimerais vous accorder la parole. Merci. Merci beaucoup, Max, pour la question et aussi merci pour m'avoir invité à faire partie de ce panel. Les facteurs qui, à mon avis, ont été la raison pour laquelle les institutions coopératives ont réussi dans cette partie du monde, en Asie, c'est que le concept de développement des coopératives financières sont encore très pertinentes aujourd'hui. Quand je dis ce concept de développement, c'est un principe sans but lucratif et les coopératives de crédit existent en utilisant les principes d'auto-aide et depuis l'établissement des premières coopératives de crédit il y a 172 ans, ce principe continue d'être valable et plus il est valable pendant cette période de la pandémie. Donc, l'auto-aide veut dire que nous renforçons la résilience des personnes. L'auto-aide, l'auto-assistance veut dire que les personnes apprennent à se mettre debout sur leurs deux jambes. Et si ces personnes n'apprennent pas ces leçons, elles auraient beaucoup de difficultés. Il y a les éléments de l'épargne, avoir un compte bancaire, les assurances, les paiements, les conseils financiers, les conseils d'entreprise. Tout cela fait partie des opérations des coopératives de crédit. La raison que nous offrons cela au sein de la coopérative de crédit, ça fait partie de notre culture, c'est parce que nous voulions que nos membres accomplissent, atteignent leurs objectifs, leurs aspirations. L'impact en Asie est énorme. Vous m'avez déjà présenté. Je représente la Confédération asiatique des coopératives de crédit. Le système de coopératives de crédit en Asie a vraiment beaucoup évolué pendant les années 60, 1960. La majorité des réseaux de la coopérative asiatique ont vraiment changé dans les années 60 et maintenant ce mouvement de coopératives de crédit asiatique représente 49 millions de membres individuels de 43 pays
en Asie de 23 pays. Cela a produit un emploi chez 700 000 employés. Cela a produit des bénévoles, peut-être vers 1 million de ces bénévoles. Les coopératives de crédit sont un style de vie ou une façon de vivre dans certains pays. Un système de coopératives de crédit très réussi, très intégré, c'est la coopérative coréenne qui représente 21% à peu près de la population donc, qui travaille en Corée, au Népal. Je dirais que c'est 15% de la population économiquement active et aux Philippines, c'est 18% de la population active au niveau de l'économie. C'est l'impact que nous voyons pour les coopératives de crédit. Elles ne sont pas de petites organisations. Il ne s'agit pas d'institutions financières de petite envergure, mais de grandes institutions. Nous voulions qu'elles soient réglementées de la même façon que d'autres institutions financières parce qu'elles gèrent de l'argent qui est le fruit d'un travail très dur. Euh, Merci Elenita. Maintenant, je me tourne vers José Claros. Comment s'est passé le développement des coopératives financières au Pérou? Qu'est-ce qui est un élément clé quand on dit qu'est-ce qu'il y a pour le développement sur le terrain? Y a-t-il une différence avec les autres types d'entités financières? Et chaque accord, quant à ce que dit Elenita en rapport, la distinction qu'il y a au niveau de la déontologie des valeurs. Merci, José Claros. Merci, Max. Merci pour l'invitation. Oui, je suis très d'accord avec ce qu'Elenita a dit. Nous sommes des organisations qui cherchent à équilibrer le, le bien. Nous travaillons avec la rentabilité. Nous recherchons l'inclusion et atteindre des zones qui ne sont pas atteintes par les banques traditionnelles, des prestataires de services simples et, et plus qu'autre chose, nous sommes très proches des membres des associations, des coopératives de producteurs, avec l'idée de pouvoir renforcer leurs capacités, leurs compétences dans le domaine de l'éducation financière, de l'assistance technique, non seulement les ressources financières au niveau du financement, mais par le biais de la promotion des épargnes, de l'épargne. C'est fondamental. Il y a donc, ce sont dans les zones rurales où nous travaillons et nous voulons que ces populations puissent épargner et puissent produire plus de richesse ou de prospérité. Et quelque chose qui est fondamental pour notre travail et que nous avons vu donc dans le développement, c'est vraiment promouvoir les principes et les valeurs de l'association. Il faut que nous trouvions une grande partie de cela, que nous éduquions dans ce sens. C'est une promotion de l'individualisme devant une société commune. On veut promouvoir le coopérativisme dans le secteur rural. Et il y a donc une gouvernance qui va un peu à l'encontre de cet esprit de coopérative et nous essayons de promouvoir cette idée qu'ensemble on peut mieux faire davantage. Et donc, on essaie de cette façon de contribuer au développement de ces zones, des zones qui sont plus lointaines, qui ont moins de moyens, moins de services. Voici donc le développement. Et la réglementation, c'est clair, c'est les superviseurs qui comprennent ces mécanismes, ces modèles avec l'idée d'adapter la gestion de risques auxquels les coopératives sont confrontés. Merci beaucoup, José. Beaucoup de réflexions
Pour ce qui concerne, nous le verrons plus tard avec les autres questions, les questions qui ont trait à des réflexions, c'est-à-dire qu'il faut aborder le modèle coopératif avec une meilleure compréhension de la part du gouvernement, des régulateurs. Merci beaucoup, José, pour cette première question. Maintenant, j'aimerais passer la parole à Isabelle et puis je vais être un peu plus. Est-ce qu'on pourrait développer les zones rurales sans ces coopératives? En Colombie, au Pérou, les pays que je connais, il y a des communautés rurales très isolées avec des infrastructures assez déficientes et surtout au niveau numérique. Pensez-vous que ces zones rurales pourraient être développées sans l'existence des coopératives financières? José disait que les coopératives existent où il n'y a pas d'autres entités financières. Nous sommes ceux qui couvrent plus de territoires. Merci. Merci, Max. Merci à tous pour l'invitation, en fait. Et il n'y a aucun doute, le secteur des coopératives en Colombie a été cette grande force de levier pour renforcer le secteur agropecuaire, offrant une réponse. Et José et Lenita l'ont déjà dit, ils ont répondu à cette question. C'est avec le soutien des coopératives, surtout en Colombie, qui est une zone où la population est très diffuse et en grande partie, cette population productive se trouve dans ce secteur agricole et donc de pêche. Et donc, ces coopératives ont été les seules entités qui sont arrivées dans des zones, où ont atteint des zones où personne d'autre n'est entré avec des produits de crédit, mais aussi des produits qui offrent ce coussin de sécurité avec, par exemple, la pandémie de l'année passée. Et cela était vraiment d'un grand appui pour que les personnes puissent s'en sortir avec des projets productifs, avec leur famille. Et je pense que sans la présence de ces coopératives, il ne pourrait pas y avoir ce développement parce que ce sont les coopératives qui vraiment sont à l'avant-garde du développement de produits qui peuvent continuer à bien exploiter, utiliser ce pouvoir de levier pour renforcer toute cette zone. C'est ce qu'on appelle cela en Colombie. Quelqu'un qui a sa propre ferme, c'est un entrepreneur. Et c'est de là que vient le revenu qui va produire des emplois, qui va permettre le développement de la famille de cet exploitant et de toute la communauté. Il faut souligner que les coopératives ont joué ce rôle important. Je peux partager les expériences donc une coopérative d'épargne c'était très petite. Maintenant, elle est maintenant très grande. Après cela, j'ai travaillé pour cette coopérative. Après, j'ai travaillé dans un bureau des plus grandes coopératives de la Colombie. Dans les deux, le pilier fondamental, c'est l'associé. C'est qui l'associé? C'est le propriétaire. Alors, la façon qu'on traite nos membres, c'est vraiment celui qu'on donnerait à un propriétaire. On le soutient, on lui conçoit des produits qui lui permettent de se développer parce que ce sont eux qui ont permis à notre secteur agricole et de pêche et que notre secteur rural devienne vraiment de plus en plus développé. C'est vraiment ça le moteur. C'est un facteur important qu'au jour le jour permet que la Colombie soit ce que vous connaissez, un pays très riche avec un peuple merveilleux. Et ces coopératives ont été fondamentales pour notre développement économique. Merci beaucoup, Isabelle. C'est tout à fait vrai, comme le disait José aussi, les zones rurales sont vraiment tout ce qui est association. J'ai travaillé et j'ai vécu en Colombie. J'ai travaillé avec des associations de promoteurs dans différentes chaînes de valeur.
Et c'est vraiment l'association, l'idée l'idée de le de cette façon qu'on peut développer les petits producteurs par le biais de ce coopérativisme. C'est un peu comme le disait José, il faut bien comprendre le fait qu'il s'agit de propriétaires. Ils ne sont Ce ne sont pas une entreprise externe ou étrangère. C'est vraiment quelque chose c'est vraiment une entreprise qui fait partie de la structure de gouvernance. Ma deuxième question que je vais poser à Elenita, que pensez-vous sont les tendances et les défis dans les années à venir pour les CFI? Comment pensez-vous que vous allez y faire face? Nous pensons, en fait, je pense au changement climatique, je pense à la régulation, à la réglementation, les conflits au niveau des marchés. Nous pouvons penser à la Chine, aux États-Unis. Nous avons bon nombre de défis, nous avons beaucoup de tendances. Comment allez-vous faire face à ces défis pour mieux subvenir aux besoins de vos adhérents? C'est toujours l'objectif des coopératives. Merci. Malheureusement, le micro d'Elenita est en sourdine. Votre micro est en sourdine. Ah, je suis désolée. Je vais aborder la tendance immédiate. À cause de la pandémie dans les derniers 2 ans, il y a une pauvreté en croissance et en définitive, les membres des crédits privés sont affectés. Même s'ils ont un emploi, ils sont sous-employés. Maintenant, je viens de lire un article de la Banque mondiale qui dit qu'il y aura à peu près 150 millions de personnes qui seront ajoutées à la pauvreté. Et quand on se penche sur les pays asiatiques où nos membres sont situés dans le monde en voie de développement, il y a des pays en Asie du Sud, en Asie du Sud-Est, il y a une pauvreté croissante. Il s'agit de membres de coopératives de crédit privées, où nous avons plus de 40 millions de membres. Nous grimpons pour vraiment les aider à atteindre leur but financier. Mais maintenant, il y a un glissement en arrière. C'est la tendance immédiate qu'il faut qu'on aborde dans les coopératives de crédit parce qu'on ne peut pas permettre cette chute vers la pauvreté. Ce que l'on dit à nos membres, c'est qu'afin de se sortir de cette pandémie, il ne s'agit pas de gérer votre opération, il s'agit de gérer vos membres, aider les membres à se sortir de la pauvreté, aider les membres à développer des compétences, de sorte à ce qu'elles aient l'opportunité euh, d'avoir ou de trouver un emploi. Nous avons lancé un projet, la Confédération asiatique de coopératives de crédit est très active pour aider nos membres à institutionnaliser leurs services d'entreprise parce qu'il ne s'agit pas simplement d'atterrir. Oui, on peut dire aux membres qu'il faut épargner afin de se préparer pour les urgences. Mais la prochaine question est comment est-ce qu'ils peuvent épargner s'ils n'ont pas d'emploi? Alors, il faut les aider à créer des emplois, l'auto-emploi, mais je pense qu'avec l'institutionnalisation du soutien, du développement d'entreprises, les membres pourront percevoir des opportunités dans les petites entreprises pour qu'ils puissent créer des emplois ou bien pour eux-mêmes ou bien pour d'autres. La deuxième tendance que je vois, c'est que les coopératives de crédit sont en croissance. Pendant cette pandémie, les coopératives de crédit me disaient, waouh, nous avons une liquidité excessive. Certains, pendant la pandémie, on penserait que les coopératives de crédit seraient donc en carence de fonds, mais maintenant, elles ont un excès d'argent liquide parce que les personnes voient ces coopératives de crédit en tant qu'institution qui s'intéressent à leurs clients, à leurs membres aux Philippines, dans différentes parties de cette pandémie. Ils ont créé des paquets d'aliments de base pour leurs membres, ils les distribuent, ils attirent les personnes à faire des dépôts, ils offrent des taux d'intérêt plus élevés comparés à d'autres institutions financières. Ces coopératives
sont en difficulté maintenant parce que le côté des prêts s'est ralenti. Ils ont une liquidité excessive et donc ils ont moins de chiffre d'affaires à cause de cette pandémie. Alors, je pense qu'il y aura les coopératives de crédit doivent avoir des règlements ou des réglementations pour pouvoir équilibrer leurs aspects sociaux, leur responsabilité sociale envers la communauté et aussi leur solidité financière. Nous avons travaillé avec des idées et depuis 2012 et nous défendons l'idée que les coopératives de crédit aient plus d'intégration, une intégration qui permettrait la normalisation de sorte à ce que les coopératives de crédit soient conformes aux normes financières, l'intégration de sorte à ce que les coopératives de crédit aient des filets de sécurité. Un exemple de cela serait le fonds de stabilisation, des réglementations ou des règlements qui permettraient la supervision des coopératives de crédit. Dans d'autres pays, les coopératives de crédit diraient qu'il y a une surréglementation, mais dans cette partie du monde, nous disons aux régulateurs, veuillez donc nous réglementer parce qu'il est très important de réglementer ces coopératives de crédit parce qu'elles gèrent l'argent qui a été difficilement gagné par leurs membres et elles font partie du système financier. Elles sont suffisamment grandes maintenant. Elles ne sont pas simplement des institutions sociales. Elles ne sont pas des institutions de prestation de services sociaux. Il s'agit vraiment d'institutions financières qui offrent des solutions financières à leurs membres à toutes les étapes de la vie. Alors, je pense que c'est vraiment les deux tendances. Et bien sûr, je vais parler peut-être plus tard du système de paiement et de la numérisation, mais je vais m'arrêter là. Vous pouvez nous donner des exemples. Vous m'avez donné d'autres exemples aux Philippines sur cette plateforme. Nous pouvons demander à José d'intervenir et on reviendra vers vous pour cet exemple. Merci, Elenita. José, à nouveau, quels sont les défis mondiaux, on pourrait dire, mais aussi dans le cas du Pérou, les défis du pays qui a traversé un recul de 10% de son économie, ainsi que dans l'ensemble de l'Amérique latine, et aussi les problèmes au niveau de la santé, de la vaccination. Et il y a quand même des différences maintenant par rapport au gouvernement antérieur. Donc, face à de tels enjeux, d'après vous, quel est l'avenir des coopératives financières au Pérou? Parce que parfois, nous devons tous anticiper les défis et les enjeux pour les affronter. Et avec une situation qui est avec de tels changements, oui, bien entendu. C'est un facteur en plus des questions politiques. Au Pérou, les enjeux des coopératives de crédit et financières depuis 2019. Nous nous sommes intégrés directement à l'organe de supervision étatique au niveau des cadres réglementaires et la professionnalisation aussi des coopératives. Et sur ce chemin, on a continué à nous développer. On est de plus en plus réglementé en termes de modèles. Depuis de nombreuses années, les coopératives ont commencé à construire leurs modèles, leurs services, sans un tel besoin d'organes de réglementation ni de normalisation, si vous voulez. Le but, c'est de renforcer l'accès et aider davantage les zones rurales, les plus grands enjeux, bien entendu. On a un nouveau gouvernement et il n'est pas encore clair quel est le chemin qu'il prendra.
Au niveau des discours actuels, il y a une promotion de des coopératives, du concept de coopérative au niveau de la politique d'État péruvienne. Nos gouvernements antérieurs n'avaient pas mis ce thème du tout sur la table, pas seulement les coopératives financières, mais aussi les coopératives de production. Et donc maintenant, on espère que nos leaders politiques puissent impulser davantage ces questions-là. Voici donc les principaux enjeux. Comme l'a dit Elenita, la pandémie de Covid nous a véritablement changé les perspectives. Et le niveau de risque sanitaire a légèrement baissé. On a pu commencer à nous rapprocher de nos adhérents, mais les thèmes des risques sanitaires, il faut toujours des approches. Nos adhérents, évidemment, il faut s'en approcher. Et donc, ce problème de la pandémie a un impact sur la relation avec nos adhérents. On commence à ressortir un marché dans les campagnes et les adhérents, les associations productrices sont à la recherche de cela. Et donc, comme on a dans les zones rurales, il y a peu de connaissances de technologie mobile, donc leur amener une application mobile ou l'automisation, ce sont des concepts encore difficiles. Il n'y a pas suffisamment de connectivité. Donc, voici un peu les enjeux qu'on a, sans parler de numérisation. Comment renforcer le niveau d'éducation d'une part et de connectivité de l'autre. Il faut intégrer d'autres mécanismes. Comment tous ces défis que vous avez mentionnés, ça pourrait encourager le gouvernement pour renforcer l'éducation, la connectivité, l'éducation financière et numérique. Je vous demande à tous les trois, c'est une question globale. Est-ce que la pandémie a fait prendre conscience aux acteurs privés et publics du fait qu'ils pouvaient investir dans les campagnes et aussi véritablement profiter de cette occasion pour, je commence par Isabelle, d'après vous, quel est l'héritage de cette pandémie? Parce que maintenant, comme on a dû devenir virtuel, pour prendre un exemple, on s'est rendu compte qu'il faut numériser davantage les zones rurales et les acteurs et les organes de réglementation, ainsi que les acteurs publics, vont-ils investir davantage là-dedans ou pas? Oui, la pandémie nous a vraiment fait réfléchir au niveau de l'ensemble de la planète et chez nous en Colombie et aussi en général en Amérique latine. Ça a allumé une lumière dans l'esprit de nos gouvernements pour utiliser davantage de ressources pour soutenir l'accès à la technologie et aux communications, en commençant par le fait que nos enfants doivent avoir accès au monde virtuel pour suivre leurs cours. Mais le gouvernement a compris aussi qu'on peut commercialiser les différents produits. Ici en Colombie, on a l'expérience à travers les coopératives de crédit. Il y a une chaîne de valeur qui a été créée qui a permis aux producteurs, sans sortir de chez lui pour ainsi dire, puisse commercialiser et amener à son destinataire final les produits qu'il
fabriquent. Donc, pendant la pandémie, le gouvernement a davantage ouvert les yeux quant à l'investissement dans ce secteur et ça nous permet donc, c'est un secteur qui nous permet tous les jours d'avoir de la nourriture sur la table et puis aussi le thème de la communication et de subsistance parce que dans le secteur rural, l'accès à certains endroits est extrêmement difficile pour accéder donc à des produits parce qu'il y a des produits donc qui ne peuvent pas être acheminés sur les marchés où ils sont commercialisés. Je pense que ça, c'est une grande leçon de vie pour tous et donc le soutien du gouvernement au secteur agroalimentaire est fondamental. Il faut aussi dire que ceci a permis de promulguer des politiques de gestion des risques. La question précédente en parlait, il y a eu une augmentation de l'épargne. Il y avait trop d'argent qui circulait avant, beaucoup trop d'épargne. Et comme toutes les entités financières et les coopératives d'épargne et de crédit avaient beaucoup d'argent à prêter, mais il n'y avait pas un besoin ressenti pour faire appel à elles. Donc, tout ceci nous montre que nous sommes des consommateurs et nous devons comprendre que le secteur agroalimentaire est celui qui a besoin de ce grand soutien. C'est lui qui nous permet de continuer une production propre. On doit aussi travailler là-dessus. Ça ne sert à rien de consommer des produits si ces produits ne sont pas aptes à notre consommation, à celle de nos enfants et qui permettent de produire une meilleure qualité de vie. Ça, c'est aussi important. Merci Isabelle. Je me rappelle, l'année dernière, j'étais en Colombie et les campagnes ne se sont pas arrêtées dans nos pays. Je voyais la pandémie, je voyais les photos et les vidéos des villes fantômes. Mais la campagne, elle était véritablement en ébullition. Et je pense que ça nous a fait prendre conscience de la réalité. On sait tous que les êtres humains ne peuvent pas survivre sans manger, mais il faut profiter les campagnes doivent profiter de ça, ainsi que le développement rural, parce qu'il faut que tout le monde prenne conscience de l'importance de la ruralité. Et pour le secteur de la santé également, les vrais héros de cette pandémie, donc les travailleurs de la santé. Troisième, troisième thématique, d'abord pour José, pardon, l'accès au financement. Comment faudrait-il que les coopératives de crédit augmentent l'accès au financement? Et pour des questions de structure et de modèle, c'est un thème vaste pour les coopératives. Comment se financer si on n'a pas accès à l'émission d'actions de titres boursiers? Donc, quels sont les mécanismes importants qu'il faut développer et est-ce que cet accès pourrait avoir des répercussions sur la gouvernance des coopératives? Et voilà les deux questions. Puis il y en a une troisième qui en découle. Quel type d'investisseur est-il le plus apte à satisfaire les besoins des coopératives? José, j'aimerais te remercier pour tes éclaircissements et si tu as un exemple de bonne pratique au Pérou ou un exemple de ta coopérative. Merci, Max. C'est comme tu le dis, fondamental. Il est fondamental d'augmenter les services et l'accès au financement de ces zones rurales. C'est ça qui est prioritaire. Maintenir une bonne gouvernance des organisations aussi et le thème de la croissance. Pas une croissance accompagnée d'une meilleure gestion des ressources et d'une croissance des capitaux. Donc, il faut véritablement qu'on continue à améliorer les modèles, la professionnalisation, mais aussi une croissance du patrimoine. Donc, les
coopératives se retrouvent dans une situation où elles n'ont pas suffisamment de croissance de ces capitaux et donc ne sont peut-être pas aussi rentables qu'elles devraient être pour pouvoir se renforcer donc euh, leur capital. Et je pense que on a des plans stratégiques qui vont dans ce sens de croissance et de rentabilité. Et on a dû changer notre plan justement pour pouvoir capitaliser. D'abord, rentabilité, parce que sinon, sans rentabilité, on n'a pas de croissance. Il faut grandir, grandir, grandir. Et les capitaux mondiaux sont un peu rétrécis dans ce domaine. On a commencé à nous mettre en rapport plus qu'avec des investisseurs, avec des fonds ou des entités multilatérales disposées à nous accompagner dans le cadre de cette croissance du patrimoine pour renforcer la rentabilité, comme on l'a dit, et nous capitaliser. C'est là qu'effectivement, on est à la dite, on a pu les convaincre d'avoir des dettes, une coopérative avec des dettes subordonnées. Donc, c'est la chose qui peut se passer pour n'importe quelle société commerciale. Ils ont bien compris, ils ont compris l'importance du renforcement des capitaux des coopératives. Et on en est à la 7e année de cette subordination de la dette. Et c'était difficile de les convaincre. On a pu convaincre d'autres entités, comme le groupe d'Atlanta. On a un crédit subordonné aussi, dans le même objectif de renforcer nos capitaux, de générer de la croissance et fournir des services financiers meilleurs, renforcer la rentabilité pour ne pas oublier d'être rentable tout en apportant un soutien des services aux adhérents. On a aussi le thème du gouvernement, de la gouvernance sociale, d'entreprise, de la bonne gouvernance, de l'éducation des zones rurales, des populations des zones rurales dans ces domaines-là. Je ne sais pas si je m'abuse, mais beaucoup d'institutions multilatérales, bilatérales ou régionales qui pourraient soutenir cette croissance dans la région doivent intervenir. Et au Pérou, on parle beaucoup des alliances, des réseaux, comme c'est le cas au Brésil, où on pourrait travailler à moindre coût, à faire plus d'économies. Ici encore, on n'a pas franchi cette ligne. On n'a pas encore compris qu'ensemble, on peut mieux faire. Si je peux me permettre. Quelle est la peur? Perdre le contrôle sur les actions. Si je travaille en réseau, d'autres vont prendre la décision à ma place. Je ne pourrai pas atteindre mon objectif. Est-ce que c'est ça la peur? Oui, c'est un peu comme ça. C'est des leaders et des dirigeants un peu individualistes qui veulent être au milieu de la photo, si vous voulez. Donc, quand on est perdu dans le réseau, personne n'est au milieu de la photo, on est perdu dans la masse en quelque sorte. Et donc, c'est un petit peu ça la crainte. Un facteur aussi qui, d'après moi, joue en notre défaveur dans le cas du Pérou surtout, et les pays comme la Colombie et les pays sud-américains, c'est qu'il nous faut une bonne croissance économique. Donc, quand on est dans une bonne période, qu'on est en croissance, etc.,
Tu penses que tu n'as pas du tout besoin d'aide parce que tu penses que tu vas continuer à grandir et qu'il n'y a pas de problème de croissance. Et donc, on veut aller en solo. Pourquoi faire une plateforme numérique pour tout le monde alors que moi, j'ai la mienne et puis lui, il a la sienne et donc on fait tout en compartimenté parce qu'on est dans une période faste. Pour DeedLab, brièvement, pardon. Il y a eu cette dette souveraine. Est-ce qu'il y a eu des conditions en termes de gouvernance qui ont été assujetties à cela? Précisément en termes de gouvernance, non, gouvernance financière, bien entendu, pour garantir le retour sur investissement, mais aussi la trajectoire de notre coopérative, parce qu'il y avait une gouvernance relativement stable. Nous, on a 40 ans de vie institutionnelle et durant ces 40 ans, on a maintenu une ligne de coopératives qui, évidemment, sont toujours démocratiques, en principe d'équité. On sait que rien n'est parfait, mais au sein de l'organisation, depuis sa naissance, il y a eu une promotion du leadership, par exemple. Donc, il y a un professionnalisme, il y a une longue histoire de comités de conseil visant à accéder à la direction de la coopérative. On a préparé nos leaders, nos conseillers, nos délégués afin d'assurer la stabilité de la gouvernance. Et ceci a convaincu donc cette entité, à l'instar de toute autre opération financière. Merci beaucoup, José. Même question pour vous, Elenita. Comment les CIF devraient accroître leur accès au financement? Comment peuvent-elles utiliser les financements hybrides? Et comment ces investissements peuvent avoir un impact sur la gouvernance et les coûts financiers? Et quel genre d'investisseur est-il le plus apte à répondre aux besoins des investisseurs? Donnez-nous des exemples. Oui. Comment dire ça? Notre expérience nous a montré que les coopératives d'épargne ont modélisé les liquidités excédentaires et donc ces liquidités suffisent à satisfaire les besoins en termes de manque de capital, donc des coopératives de crédit. Si on a besoin d'investisseurs dans le système de coopérative, on a besoin d'investisseurs sociaux. Ces investisseurs sociaux qui peuvent accélérer le développement des coopératives de crédit, surtout pour la création d'un capital humain au sein des coopératives. Actuellement, ça coûte cher de former les gens. Les coopératives de crédit sont des organisations volontaires. Quand le conseil d'administration est élu lors de l'assemblée, il faut véritablement pouvoir faire face à ces besoins-là. Donc, il faut véritablement renforcer les compétences au niveau des coopératives de crédit. On a un exemple en Corée. La Corée a véritablement renforcé son institut de formation et c'est là que suivent une formation le personnel de ces coopératives de crédit. Les présidents de coopératives de crédit doivent être agréés par la Fédération nationale. Les agents chargés de la concession de prêts doivent aussi être accrédités parce qu'on a vu
que ce sont les postes fondamentaux des coopératives de crédit. On ne peut pas compromettre la viabilité et la sécurité des coopératives de crédit en ayant du personnel non qualifié qui dirige ces coopératives de crédit. Donc, en termes d'investisseurs sociaux, comme dans d'autres pays asiatiques, on doit véritablement créer un institut de formation qui va pouvoir renforcer le capital humain des coopératives de crédit. S'il y a des investisseurs sociaux, on voudrait vraiment qu'ils fassent des partenariats avec nous pour nous soutenir afin de pouvoir construire notre système de paiement interopérationnel parce que ça, c'est un des plus grands besoins des coopératives de crédit. Les gouvernements poussent les institutions financières à numériser leurs services financiers et ça coûte cher. Et si les coopératives de crédit utilisent les fintech, elles feraient sortir l'argent du système des coopératives de crédit et ça va assécher et tarir les ressources des coopératives de crédit. Mais elles ont les moyens, ces coopératives de crédit, de gérer leur système d'interopérabilité, comme ce qu'on a maintenant aux Philippines. Mais les coopératives de crédit ont utilisé beaucoup d'argent pour développer leur propre système de paiement. Merci, Elenita. Une grande inspiration parce que José et Elenita ont tous deux parlé de l'importance du leadership et comment attirer les investisseurs. La stabilité de ce leadership, surtout au niveau institutionnel, je passe à la question suivante qui porte sur les facteurs de réussite que je vous montrais au début de la présentation. On a parlé indirectement de cela en termes de la transformation numérique qui a émergé de la pandémie. Aujourd'hui, comment véritablement cela est tissé dans nos réalités. José, où en est votre coopérative en termes de transformation numérique? Comment serait-il possible d'être en collaboration et pas en compétition avec les fintech au niveau du marché? Est-ce que vous avez des applications, José? Et puis, dans quelques instants, je vais donner la parole à Elenita pour vous donner des exemples de la manière dont vous mettez en pratique les paiements numériques ou s'il faut faire appel à une fintech pour le faire, comment on peut collaborer, comment on peut mieux travailler avec les fintech. Autre question ou sous-question peut-être? J'espère que la pandémie est derrière nous, mais quel en sera l'impact? Est-ce qu'on va suivre la même route en termes de numérisation ou est-ce qu'on va tout oublier de tous ces défis et ces enjeux que la pandémie nous a montrés? Excusez-moi, j'ai toutes ces questions qui me viennent en jeu parce qu'on travaille avec des agriculteurs et les agriculteurs, ils ont des lacunes numériques importantes. Et donc, du côté de la demande, il n'y a pas du tout d'éducation qui va de pair avec les besoins réels. José, je vous accorde, j'aimerais vous passer la parole. Oui, c'est un sujet complexe. Il y a cette transformation numérique par laquelle les coopératives doivent passer. Et cela est vrai pour les membres, les usagers. C'est vraiment un aspect clé. Je le disais il y a quelques minutes. Il y a vraiment le niveau de connaissance qui est assez faible. Ça va être vraiment un défi pour transformer ces membres dans ces zones rurales, les transformer, les inclure dans cette transformation numérique. Là, c'est un défi, je pense. La COVID nous a beaucoup influencé à tous les niveaux, pour vraiment affecter les stratégies, les applications, la géolocalisation, toute une série d'influences que la COVID a eu sur le côté sanitaire. Et donc, c'est
c'est vraiment un point de vue de la transformation numérique de l'institution, mais aussi cette transformation numérique peut incorporer les membres. Il faut que cela soit le cas, et surtout dans les zones rurales, dans les villes, mais aussi dans les zones rurales. C'est un défi, il y a des jeunes, il y a le côté du genre, les femmes entrepreneurs et, et la fintech. C'est aussi un sujet, je ne dirais pas polémique, mais c'est un allié, mais en même temps, ce n'est pas un allié. Ça ouvre de nouveaux canaux, donc la banque mobile, la banque numérique, les paiements. C'est nécessaire sous ce même principe qu'il y ait des canaux de collaboration pour qu'on puisse nous adapter de façon permanente pour le bénéfice de nos membres. Et puis, la clé, c'est l'échelle. Nous allons donc trouver plus d'usagers, plus de transactions, et cela nous permettra d'avoir une plus grande couverture. Et donc, le défi, c'est vraiment de travailler avec les membres. Le côté rural est très important. Il y a en fait l'envie des personnes dans ces zones rurales de pouvoir se connecter avec des applications. Cette éducation est complexe et c'est là vraiment le défi de la formation digitale et numérique. Merci beaucoup, José Elenita. Si vous voulez bien nous nous parler un peu de votre expérience. Vous m'avez dit aux Philippines, avec la mise en œuvre de ce réseau et cette plateforme de paiement, avec ou sans la FinTech, comment vous avez géré cela? Où allez-vous voir les domaines de collaboration ou allez-vous voir qu'il n'y a pas de domaine de collaboration? Et donc, un peu sur votre expérience. Oui, de notre point de vue, nous disons que les fintechs sont des perturbateurs, mais nous disons dans notre initiative les perturbateurs. Nous perturbons les perturbateurs parce que nous avons créé notre propre fintech. Nous avons créé notre propre plateforme de paiement qui n'est pas la propriété d'une société fintech, mais qui est la propriété de nos deux réseaux aux Philippines. C'était aux Philippines. Donc, au début, vous savez, nous avons appris de DID que ça serait très efficace pour les coopératives de crédit d'avoir une solution bancaire euh, de noyau. Mais il était très difficile pour nous de convaincre les coopératives de crédit d'utiliser une solution noyau pour les transactions bancaires. Donc, nous étions à la recherche de réponses. Nous avons vu qu'il y avait cette opportunité de construire notre propre plateforme pour vraiment superviser les coopératives financières. Nous aidons nos membres à trouver donc une société informatique. Nous les avons aidés à trouver cette société informatique avec une réputation mondiale qui ont développé notre plateforme de paiement. Mais le côté clé, c'est que notre réseau à gérer, enfin, ou gère plutôt toutes les opérations de cette plateforme de paiement. La compagnie d'informatique nous offre la technologie, mais ce sont eux qui régissent, qui établissent, qui fixent les prix. L'avantage de cela, c'est que nous trouvons la force des coopératives de crédit. Si elles collaborent, elles peuvent construire. Parce qu'elles ont 8 millions de membres individuels aux Philippines. Si c'est 8 membres individuels, par exemple, juste 50% vont utiliser la plateforme. La plateforme a plus de chances d'être durable. Maintenant, les coopératives de crédit ne sont pas des agents des fintech. Il s'agit les coopératives de crédit partagent les revenus des honoraires qu'ils demandent des usagers de la plateforme. La Banque centrale a reconnu et même un certificat pour notre plateforme, donc pour qu'elle
donc soit en exploitation. Maintenant, nous attendons l'intégration de notre plateforme à l'écosystème plus large, parce que maintenant, la plateforme est au sein du système des coopératives de crédit et maintenant, c'est intégré dans les guichets automatiques des banques. Ils peuvent donc, ces coopératives de crédit peuvent émettre de ces guichets automatiques sans acheter les machines. Et il y a plusieurs canaux qu'ils offrent à leurs membres. Pendant la pandémie, c'était très utile parce que, au nom de l'inclusion financière, ce point de service fonctionne dans les zones rurales et les membres peuvent faire des transactions avec leur carte bancaire et se connecter aux coopératives de crédit avec des visites de porte en porte par les représentants des coopératives de crédit. Les personnes dans les zones rurales doivent aller en ville ou dans le village pour transférer. Elles n'ont pas besoin de faire cela parce qu'elles peuvent faire cela à partir de leur propre plateforme de paiement. Et on a aussi reconnu que les coopératives de crédit, donc pour les coopératives de crédit, cette initiative aux Philippines, c'est une innovation technologique. Et nous sommes très heureux avec ce que nous avons fait aux Philippines. Mais cela a pris du temps. Les nombres de coopératives de crédit, la démocratie est peut-être une force des coopératives de crédit, mais c'est aussi une faiblesse quelquefois parce que la prise de décision prend beaucoup de temps. C'est ce que nous avons vécu. Donc, merci beaucoup, Elenita. C'est une grande source d'inspiration, cette initiative du réseau. Et j'imagine, juste en vous écoutant, ce que cela a impliqué au niveau du travail pour pouvoir le mettre en œuvre. Comme vous le disiez, pour ce qui concerne la prise de décision qui peut être assez lente dans ce modèle coopératif. Je passe la parole maintenant à Isabelle avec cette nouvelle question qui est d'actualité, le sujet du changement climatique. On disait juste maintenant que connaît donc il y a la COP26 qui se déroule en Écosse. Le changement climatique est un énorme problème. Nous espérons que nos leaders qui nous représentent vont prendre les bonnes décisions et qu'ils aient le courage de vraiment la contrôler. Comment est-ce que les coopératives financières peuvent contribuer à vraiment cette lutte contre le changement climatique, à améliorer le climat, les effets du changement climatique? Qu'est-ce que vous avez fait de votre côté? Quelle discussion y a-t-il eu? Parce que quelquefois, il ne s'agit pas d'action, mais toute cette partie, comme on disait, de sensibilisation des leaders, c'est ce qui est nécessaire au début. Prendre le risque de dire au lieu d'un produit, je vais essayer d'aider cette chaîne de valeur qui en a besoin. Comment, à, à partir de votre expérience en Colombie, quels sont les facteurs de réussite? Quelles bonnes pratiques avez-vous mises en œuvre en Colombie pour ce qui concerne donc l'avancement de ce sujet? Oui, Max, merci. Il n'y a aucun doute qu'en Colombie, dans les coopératives d'épargne et de crédit, quand on parle de l'expérience à laquelle j'ai pu participer, je pense que le fait que les coopératives donnent des crédits pour pouvoir financer des projets, cela devrait donc produire ou donc cela devrait être encouragé parce que cela reçoit un suivi et de sorte à ce qu'il y ait des productions propres où il n'y aurait pas de production de génération de contamination de l'environnement ou qu'il n'y ait pas par exemple, au niveau de la production, il faut prendre certaines mesures de sorte en fait, que quand il y a ce suivi avec le soutien des autorités environnementales, et cela permet la conservation. Il y a la culture d'un côté, mais il y a des exigences de l'entrepreneur agricole ou autre. Qu'en plus de faire son projet productif, il doit avoir cette conscience qu'il faut réaliser des projets qui ont trait à notre environnement, planter des arbres, ne pas envoyer les déchets et donc au secteur cafetier qui est un de nos plus grands secteurs, que ces donc déchets
ne soient pas éparpillés dans un site, mais qu'on les traite et qu'on en produise de nouveaux produits. Et cela donne lieu à de nouvelles activités. Et par le biais de différents éléments qui avant étaient des déchets, maintenant on produit des produits, donc des engrais naturels et donc des produits qui sont des gagne-pains en quelque sorte pour certaines. Et donc, ce sont les coopératives par le biais de leurs propriétaires, de leurs membres, par le biais de la communauté, ont pu donc soutenir et sensibiliser le public. Comment? Avec le soutien à l'éducation, la sensibilisation que nous amenons à toutes nos communautés pour qu'on ait un environnement sain, pour qu'on ait des poumons pour notre génération, pour nous-mêmes, pour qu'on puisse garantir une bonne qualité de vie. Merci beaucoup, Isabelle. Il est clair qu'il y a beaucoup de sensibilisation à faire eu égard. Donc, au Pérou, j'ai beaucoup vu au Pérou que le Pérou est vraiment un lieu de promotion de la certification biologique, mais et de tout ce qui est activité biologique. Mais qu'est-ce qu'on peut faire au niveau des crédits verts pour, comme le dit Isabelle, arriver à un autre niveau dans les initiatives parce qu'il quelquefois, il n'y a pas le financement pour les bonnes initiatives qui existent dans les zones rurales, pour les jeunes, pour les femmes, pour les groupes autochtones. Les groupes autochtones aujourd'hui, nous nous rendons compte de la valeur de leurs idées qui est bien plus à jour que la nôtre, comme beaucoup plus circulaire. Comment est-ce qu'on peut soutenir toute cette tendance? Oui, Isabelle et Elita l'ont déjà évoqué, ce sujet de ce combat contre le changement climatique. C'est un élément clé et la sensibilisation des nouvelles générations, non seulement dans les zones rurales, mais dans les villes aussi, à tous ceux qui vont nous succéder, qui seront les nouveaux membres de ces coopératives. Il faut déjà commencer et les coopératives financières sont vraiment clés dans ce processus. Clairement, il faut travailler avec les activités qui ne sont pas financées, c'est-à-dire évaluer les projets de protection, de changement, de protection de l'environnement, d'impact social, former le personnel, identifier comment nous pouvons identifier un crédit vert, transformer un crédit normal à un crédit vert. C'est une bonne idée, mais comment vraiment l'amener à, donc à être un crédit vert et donc changer par exemple un produit qui utilise du pétrole ou du carburant, le convertir à donc un produit électrique. Euh, il y a un autre aspect qui est clé pour ce qui concerne la protection de l'environnement et au niveau de nos initiatives et de nos activités, l'aide avec la technologie. Il y a des chaînes de production et il y a donc un aspect commercial qui pourrait aider à incorporer les technologies dans ces chaînes de production. Nous avons un projet avec une entreprise d'aquaculture dans une zone rurale à Puna. Et là, avec l'agence de coopération japonaise JICA, nous avons donc cette idée de l'agriculture comme science, comment améliorer l'alimentation, le coût de l'alimentation avec la technologie
contaminer les sources d'eau, comme comment moins contaminer le lac en améliorant tout en même temps donc l'alimentation. C'est un sujet donc qui implique la technologie et ça fait 4 ans que ce projet est en cours et nous transmettons ces informations à de petits producteurs, des producteurs moyens, de taille moyenne de la zone pour qu'il y ait moins de contamination. C'est plus complexe, mais c'est vraiment important de comprendre cet aspect et pouvoir le faire. Et que d'autres zones rurales aussi suivent cette même ligne, mettre en œuvre ces initiatives dans les zones rurales, certains sujets technologiques qui rendent bien plus efficaces et bien plus durables ces projets tout en tout en ayant un impact moins important au niveau de l'environnement. Et le producteur s'intéresse toujours à la rentabilité. Il faut toujours avoir cet équilibre entre la durabilité et la rentabilité. Oui, mettre un peu la carotte à la fin du chemin, sinon il n'y a pas de mobilisation. J'aimerais vous donner des réponses de la section questions-réponses pour que vous puissiez lever la main quand vous voulez répondre, parce qu'il s'agit de réponses générales pour tout le monde. J'ai 2 questions brièvement avec le temps qui nous reste. Il nous reste 30 minutes. Que faisiez-vous pour renforcer la participation des membres dans la gouvernance des coopératives financières? Aussi, quels sont les aspects où la participation des membres est plus importante pour le développement des coopératives rurales? Je ne sais pas si je veux si vous voulez que je traduise, mais j'imagine que ça a déjà été traduit à l'espagnol. Si quelqu'un aimerait y répondre, Anita, Isabelle ou José, vous me le direz et je vous passe la parole. Sí, Isabel, adelante. Oui, Isabelle, allez-y. You go after, Elenita? Elenita, vous pouvez parler après? Donc, en premier, Isabelle, merci. Oui, alors pour ce qui concerne ce qui est en train d'être fait, les coopératives en Colombie ont développé à un certain moment, José l'a évoqué, cet aspect de génération, c'est-à-dire prendre en compte les jeunes, parce que oui, effectivement, nos leaders de coopératives sont des personnes qui sont d'un certain âge, qui sont des pratiquants depuis la création de ces entités coopératives. Maintenant, ces grandes coopératives ont créé leurs propres institutions pour pouvoir former et pouvoir avoir un peu donc une pépinière pour ces nouveaux leaders qui qui font partie d'une assemblée, qui pourront partie d'un conseil d'administration, qui seront des professionnels dans des domaines où ils peuvent avoir des connaissances de ce que c'est que les opérations du système productif. Ce n'est pas la même chose que dans d'autres secteurs. Quand vous traitez avec des coopératives, comme est le cas ici en Colombie, et de cette façon, il y a la formation de diplômés, une transformation avec une intensité de formation quotidienne. Alors, cela leur donne cette formation, recevoir un diplôme pour qu'ensuite ils puissent devenir des délégués et, atteindre les postes de haut niveau. Il y a aussi la présence de la femme. C'est un grand défi. En Colombie, il y a eu des présidentes d'entités, des directrices qui sont des femmes, et par le passé, il n'y avait que des hommes. Et maintenant, on voit beaucoup de femmes qui dirigent ces projets avec bien sûr le soutien de nos directeurs. Et ce n'est pas que les femmes, mais nous voyons une présence accrue et c'est un facteur important qui a permis le développement, la croissance et qui va croître encore à l'avenir. Nous allons pouvoir construire des coopératives très solides, comme l'a dit José, des coopératives qui
ont un soutien au niveau du patrimoine. Et devant des situations telles que celles qu'on vient de vivre, on pourra continuer sur le bon chemin et continuer à renforcer et donc à soutenir. Merci Isabelle. Merci beaucoup. Je passe la parole à Elenita. Elenita, très brièvement, j'ai d'autres questions et j'ai des doutes ou j'ai des préoccupations quant au temps, mais j'aimerais vous accorder la parole. Merci. C'est moi, d'accord. En plus de ce que Isabelle a évoqué, c'est commun qu'ils aient des femmes et des jeunes sur le conseil. C'est une position spéciale pour les femmes et la jeunesse parce que plus de 50% des membres de coopératives de crédit sont des femmes et pour la jeunesse, on voit que la participation des jeunes dans les coopératives de crédit est faible. Donc, on veut attirer leur attention pour les grandes coopératives de crédit. En général, on a des réunions sectorielles avant des réunions plus générales pour faire en sorte que toutes les voix des adhérents soient bien entendues à l'occasion de l'Assemblée générale. Merci, Elenita. Autre question concernant les prêts. Quand vous concédez des prêts, quelles mesures d'incitation pour le remboursement des emprunteurs? Et surtout, que faire quand il y a peu de compréhension? Excusez-moi pour mon anglais. Si quelqu'un veut répondre, Isabelle, et ensuite José. Attendez, parce que j'en ai d'autres, des questions. Allez-y, Isabelle, bien sûr. Je considère qu'une grande partie de la réussite a été le fait de pouvoir adopter les délais de remboursement conformément au cycle de production. Ça a été vraiment le pilier fondamental. Merci beaucoup, Isabelle. José, à l'instar de ce que disait Isabelle, la clé, c'est les cycles de paiement. Mais ce qu'on a vu quand on a parlé avec d'autres coopératives de producteurs, et ça rejoint la vision du fonctionnement de la coopérative. Il y a un véritable concept d'association. Si toutes les communautés rurales s'engagent, il y a une bonne culture de paiement. Parce que parfois, on a des communautés où il y a une seule personne qui est en charge de tout et c'est là qu'on a eu des expériences plutôt négatives. Je pense que le compromis et l'engagement de tous a véritablement alimenté la culture de paiement et quelque chose de très communal au niveau de toutes les associations. Par exemple, une coopérative de café où ils se réunissent chez eux. Il n'y a pas de... L'interprète s'excuse, mais il y a plusieurs voix en même temps. Quand les gens se réunissent, choisissent leur leader et s'engagent, alors là, la culture de paiement et l'engagement de remboursement est plus fort. Mais encore une fois, c'est important qu'il y ait cette création de cette culture. Donc, quand on lit quelque chose de différent, qu'on entend parler de quelque chose de différent, ben, on continue notre route quand même. Elenita, rapidement, merci. Oui. Les coopératives de crédit ont une politique. Elles classent les adhérents qui sont en bonne situation, ceux qui remboursent leurs prêts dans les délais requis. C'est un des critères pour devenir un adhérent privilégié. Donc, évidemment, il y a des conditions associées à tout ça. Autre question, on arrive à la fin. Une question destinée à Isabelle et José. Outre la prise de conscience et de l'assistance technique aux adhérents, que peuvent faire les produits financiers pour encourager les adhérents à appliquer des méthodes climato-intelligentes? Qu'est-ce que vous en dites? Par exemple, est-ce que les CIF peuvent fournir des prêts à plus long terme pour soutenir les investissements climato-intelligents? Comment
Est-ce que ça peut être une manière de sensibiliser ou de faire prendre conscience? On en a parlé un peu le fait d'introduire certaines technologies dans les zones rurales qui permettent d'améliorer les coûts, les économies. Donc, ces méthodes climato-intelligentes, il faut être rentable, mais il faut aussi appliquer une série de mises en œuvre favorables à l'environnement. Et ça peut être coûteux, mais il faut que ça soit rentable parce que quant au flux à long terme, ça deviendra rentable. Et ce qu'on fait aussi, c'est montrer quels sont les bénéfices de ces projets ou de ces initiatives climato-intelligents, l'assistance technique, des coûts moindres ou accès à d'autres services. Allez-y, Isabelle. Juste pour rebondir sur ce que Rosé disait, pour répondre à votre question, le fait qu'il soit possible d'être le pont pour que les personnes soient vraiment encouragées à faire une production propre consiste à aussi soutenir les entreprises qui, d'une manière ou d'une autre, construisent ou élaborent les produits, les machines, les intrants pour générer des productions propres, un meilleur environnement pour que les entrepreneurs agroalimentaires comprennent qu'il vaut la peine de déployer ces efforts, dans certains cas d'investir un peu davantage, parce qu'à l'avenir, on aura de bien meilleurs résultats qui profiteront à toute une communauté et en dernier ressort à toute la planète. Exactement. Je me souviens, parce que j'ai travaillé en campagne en Colombie, et je pense que l'une des bonnes pratiques, comme vous l'avez dit, ce sont les mesures d'incitation, comment on peut, à partir du crédit et certains programmes comme ceux de la coopération internationale, peuvent nous permettre de nous aventurer dans ce qui serait traditionnellement pas quelque chose qui ne serait pas une production propre. Encore une fois, c'est une question de sensibilisation et d'éducation des secteurs. Nous n'avons plus de temps et on a vu avec les questions qu'il y a eu un grand intérêt pour ce thème. On aurait pu y passer plus de temps, mais voilà le temps dont on disposait. Je voudrais bien évidemment grandement remercier les panélistes, Isabelle, José, Elenita, pour avoir accepté de partager leurs expériences génératrices d'impération, leur voie de réflexion qui oriente la pensée dans des chemins non traditionnels, et puis en soulignant le rôle fondamental que jouent les coopératives pour revitaliser les campagnes qui sont en proie à de grands défis. Je remercie notre public aussi qui s'est joint à nous des quatre coins du monde. J'espère que cette réflexion collective pourra vous aider au niveau du développement personnel. Merci à tous pour nous avoir accompagnés aujourd'hui. Je vous rappelle que vous aurez accès à l'enregistrement en 3 langues de cet événement. Je vous souhaite bonne chance. Il ne faut pas qu'on oublie qu'on est tous des acteurs du changement. Et en tant que coopérants, ce qui nous intéresse, c'est un monde plus équitable, meilleur et plus juste. Je vous souhaite une très bonne journée à tous et je vous salue. Merci, José Lemita, et à toute l'équipe de la Banque mondiale de nous avoir donné l'occasion de partager ces thèmes, et bonne journée à tous. Les Argentins, ils nous emmerdent.